Jeffrey Dahmer, vous n'aimeriez pas manger avec lui. Eh bien, nous allons découvrir une histoire d'une femme qui a mangé avec ce type d'énergumène. Roberta est allongée sur son canapé, son téléphone à la main. Elle fait défiler les profils sur Tinder sans vraiment y prêter attention. Des visages défilent, des bios pleines de clichés. Puis, il y a Jake. Il a un petit quelque chose de différent. Son sourire est engageant et ses photos respirent la simplicité. Pas de pose étrange ou de selfie dans une salle de sport. Juste un homme normal, apparemment. Roberta hésite un moment, puis glisse vers la droite. Quelques minutes plus tard, elle reçoit une notification. C'est un match. Ils commencent à échanger. Les messages de Jake sont polis, drôles même. Il ne force pas les choses, ne fait pas de compliments lourds comme beaucoup d'autres. Il lui raconte qu'il est passionné par la cuisine et qu'il adore les animaux. Tout semble bien se passer. Après une semaine de discussion presque quotidienne, Roberta se sent suffisamment à l'aise pour l'inviter chez elle. Un simple dîner, rien de très sérieux. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu un vrai rendez-vous, pense-t-elle en souriant. Après tout, pourquoi pas ? Elle a pris ses précautions, elle a partagé sa localisation avec sa meilleure amie et elle s'assure que tout est en ordre chez elle avant l'arrivée de Jake. Le soir venu, Jake arrive pile à l'heure. Il a l'air encore plus charmant en personne. Un homme de taille moyenne, aux cheveux soigneusement coiffés et aux vêtements bien ajustés sans être trop formel. Il lui tend une bouteille de vin en guise de cadeau, souriant de toutes ses dents. « Merci, c'est vraiment gentil », répond Roberta tout en l'invitant à entrer. Les premières minutes se déroulent sans encombre. Ils échangent quelques banalités sur la météo, leur journée, le vin. Jake semble à l'aise, peut-être même un peu trop. Roberta note quelques détails, des petites choses presque imperceptibles. Un rire légèrement trop fort, une manière insistante de la regarder droit dans les yeux sans jamais détourner le regard. Mais elle balaye ses pensées, ce n'est que le début du rendez-vous. Il est peut-être juste nerveux. Elle l'est aussi après tout. Pourtant, une petite voix à l'intérieur d'elle-même lui souffle de rester sur ses gardes. Roberta essaye de se détendre, elle verse du vin dans les verres tout en lançant une conversation sur un sujet léger. Leur restaurant préféré en ville. Jake répond calmement, mais son ton semble trop posé, presque contrôlé. Il évite de parler de lui, se contentant de lui poser des questions. D'abord, ça lui fait plaisir qu'il s'intéresse à elle, mais rapidement, elle remarque quelque chose de dérangeant dans la manière dont il l'écoute. Il la fixe sans cligner des yeux, avec une attention presque malsaine. « Et toi, tu fais quoi de ton temps libre ?» demande-t-elle en essayant de casser cette tension qui s'installe. « Oh, je cuisine beaucoup. J'aime vraiment expérimenter avec les saveurs, surtout avec la viande. » répond Jake en souriant. Et cette réponse la met mal à l'aise, sans qu'elle sache vraiment pourquoi. Elle essaye de plaisanter pour alléger l'atmosphère. « Tu pourrais cuisiner pour moi un jour, alors si tu n'empoisonnes pas tes invités. » Jake va rire, mais son rire semble faux. Forcé. Non, je préfère garder mes invités en vie, au moins jusqu'au dessert. Sa voix est légère, presque amusée, mais Roberta ressent un frisson dans son dos. Ce genre de blague serait drôle si elle venait de quelqu'un d'autre, mais là, quelque chose sonne faux. Il passe au salon pour continuer la soirée. Roberta essaye de mettre de la musique pour rendre l'ambiance plus détendue. Jake se rapproche un peu trop quand il s'assoit à côté d'elle. Il lui demande si elle est à l'aise chez elle, s'il peut visiter un peu, comme si c'était une maison témoin. « C'est juste un appartement », répond-elle, un peu surprise par sa demande. Il insiste pour voir la chambre et les autres pièces, ce qui la rend encore plus nerveuse. Pourtant, elle essaie de se convaincre que ce n'est que de la curiosité. Les minutes passent, mais Jake semble de plus en plus à l'aise, trop à l'aise. Roberta commence à sentir une tension sourde monter. Ce sourire permanent sur ses lèvres, ces blagues légèrement déplacées, quelque chose cloche. Elle le voit dans ses yeux. Une lueur étrange qu'elle n'avait pas remarquée dans leur échange en ligne. Alors que la soirée avance, Roberta se sent de plus en plus mal à l'aise. Jake continue à poser des questions, mais ses propos deviennent étranges, comme s'il testait ses réactions. « T'as déjà mangé de la viande crue ?» demande-t-il soudainement en fixant son verre de vin. Elle fronce les sourcils, surprise par la question. « Non, jamais, je préfère quand c'est bien cuit. Et toi ?» Jake esquisse un sourire presque carnassier. Moi, j'aime bien quand c'est encore saignant. Tu sais, sentir toutes les saveurs naturelles. C'est tellement plus authentique. Elle force un rire, espérant que c'est juste une mauvaise blague. Mais elle ne peut s'empêcher de se sentir de plus en plus inquiète. Le ton de sa voix est étrangement sérieux, comme s'il ne plaisantait pas du tout. Pour changer de sujet, elle se lève et propose d'aller s'asseoir sur le canapé. « Tu as de beaux cheveux », dit-il en s'approchant d'elle une fois installée. Ils ont une texture intéressante. Je pense qu'avec un peu de romarin, ça pourrait être parfait. Roberta écarquille les yeux. Quoi ? Elle espère avoir mal compris, mais Jake la regarde avec ce même sourire inquiétant.
et elle commence à sentir la panique monter en elle. Elle tente de rire, de faire comme si c'était une nouvelle blague maladroite, mais le malaise est bien là. Puis, sans prévenir, Jake se rapproche d'elle encore plus. Roberta recule légèrement, mal à l'aise, mais il ne semble pas le remarquer ou s'en soucier. Il se penche comme pour l'embrasser. Instinctivement, elle tourne la tête, mais au lieu de s'éloigner, il approche encore plus et lui lèche la joue. « Ah, t'as bon goût ?» murmure-t-il à son oreille d'une voix basse et sinistre. Roberta sursaute, repoussant Jake brusquement. « Mais qu'est-ce que tu fous ?» dit-elle choquée. Mais Jake ne semble pas embarrassé, ni même surpris par sa réaction. Il la regarde avec une étrange fascination. « T'inquiète pas, tu manques juste un peu de sel, mais ça se rajoute. » dit-il en se penchant sur elle avec ce sourire figé. Son cœur bat à tout rompre, elle se lève précipitamment, reculant vers la cuisine, cherchant une excuse pour s'éloigner. « Je vais aux toilettes, je reviens. » Elle essaye de garder une voix calme, mais elle sent la panique prendre le dessus. Elle ferme rapidement la porte derrière elle et s'appuie contre, respirant difficilement. Elle essaye de reprendre ses esprits, se pose sur les toilettes et commence à faire sa petite affaire. Elle réfléchit à toute vitesse, se demandant qu'est-ce qu'elle peut faire pour se débarrasser de lui. C'est à ce moment qu'elle entend un bruit sourd venant de l'autre côté de la porte. Quelque chose glisse, comme si Jake déplaçait un objet. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, se demande-t-elle. Après quelques secondes de silence, elle se décide à ouvrir doucement la porte et elle tombe nez à nez avec Jake. Il a placé une chaise juste devant les toilettes. Assis là, il la fixe intensément, l'air détendu. « J'avais peur que tu partes », dit-il doucement. Toujours ce même sourire dérangeant sur le visage. Maintenant, Roberta peut remarquer quelque chose. Dans les poils de barbe de Jake, il y a comme du sang. Elle n'essaye de pas trop y penser, étant donné que la situation est déjà bien trop compliquée. Roberta sent la panique monter en elle, comme une vague dévastatrice. Jake, assis sur sa chaise devant la porte des toilettes, continue de la fixer, son sourire toujours aussi inquiétant. Ses mains sont posées sur ses genoux, comme s'il s'attendait à quelque chose. Elle doit penser vite. « Ça va, Jake? Tu fais quoi ?» demande-t-elle, en essayant de ne pas laisser sa voix trembler. « Je t'ai dit, j'avais peur que tu partes. T'es une fille spéciale, Roberta. Je veux pas te perdre. » Sa voix est douce, presque rassurante, mais la tension dans l'air est insupportable. Elle essaye de garder son calme, mais son instinct lui crie de courir, de fuir. « Écoute, il se fait tard, je pense que je vais... » Jake ne la laisse pas finir sa phrase. Il se lève lentement, traînant la chaise de côté, mais sans la quitter du regard. « Oh, ne t'inquiète pas, je suis bien ici. Tu n'as pas besoin de partir. Je m'occupe de tout. » Roberta sent son cœur battre plus vite. Elle doit s'éloigner, trouver une excuse. Elle se dirige vers la porte de la salle de bain, prête à se réfugier à l'intérieur. Une idée traverse son esprit. Appeler la police discrètement depuis son téléphone. Elle ouvre la porte des toilettes d'un geste brusque, mais ce qu'elle découvre la paralyse. Sur le sol, à côté des toilettes, gît une petite gerbille. Son corps inerte est à moitié déchiré, comme si quelque chose, ou plutôt quelqu'un, l'avait mordu. C'est Elsa, sa gerbille qu'elle adore, ou du moins ce qu'il en reste. Ses petites pattes sont tordues et son pelage est taché de rouge. Roberta se sent nauséeuse, un haut le cœur monte en elle. « Qu'est-ce que t'as fait ?» balbutie-t-elle, incapable de détourner les yeux de la scène sordide. Jake s'approche doucement, son ombre couvrant le petit corps de la gerbille. « Elle avait bon goût », dit-il simplement, comme s'il parlait d'un plat au restaurant. « Mais toi, tu seras encore meilleur. » Roberta recule d'un pas, son esprit en ébullition. Elle comprend maintenant qu'elle n'a pas affaire à quelqu'un de simplement bizarre ou déplacé, mais à un véritable monstre. Ce type est dérangé. Pire, il est dangereux. Sa respiration devient saccadée, sa tête tourne. Elle se précipite dans la salle de bain, verrouille la porte derrière elle et s'appuie contre celle-ci. Elle sort son téléphone dans sa poche, tremblante. Elle tente d'appeler la police, ses doigts glissant à cause de la sueur. Chaque seconde semble durer une éternité. De l'autre côté de la porte, Jake gratte doucement le bois. « Ne t'inquiète pas, Roberta, je ne te ferai pas de mal. Je vais juste te goûter. Je te promets que ce ne sera pas trop douloureux. » Elle peut sentir les larmes monter, son corps secoué de spasmes nerveux. Ses pensées se bousculent. C'est réel, c'est vraiment en train d'arriver. L'horreur pure. Roberta finit par composer le numéro d'urgence, sa voix brisée par la peur lorsqu'elle parle au téléphone. Il est chez moi. Il a mangé ma gerbille. Je crois qu'il veut m'attaquer. Roberta tremble, adossée contre la porte de la salle de bain. Son soufflet court, coupé par des sanglots étouffés. L'opératrice de la police au bout du fil tente de la calmer, lui assurant que les secours sont en route. Mais chaque seconde qui passe lui semble être une éternité. Et l'idée d'être seul avec Jake, même de l'autre côté d'une porte, lui glace le sang. De l'autre côté, Jake continue de gratter la porte, lentement, méthodiquement. Il parle, sa voix douce et presque chantante.
Roberta, tu peux sortir maintenant. Je ne vais pas te faire de mal. Juste te goûter. Ces paroles lui semblent irréelles, comme si elle était plongée dans un cauchemar duquel elle ne pouvait pas se réveiller. Elle ferme les yeux un instant, espérant que tout cela disparaisse. Mais les griffements continuent, rythmant la panique qui monte en elle. Elle cherche désespérément une solution. Son regard se pose alors sur la petite fenêtre, trop petite pour qu'elle s'y faufile. Mais peut-être qu'elle pourrait appeler à l'aide? Elle se précipite vers la fenêtre, essayant de l'ouvrir. Ses doigts tremblent trop, elle peine à la soulever. « Allez, allez !» murmure-t-elle en essayant de garder son calme. Dehors, le silence de la nuit pèse lourd. Pas un bruit, pas un signe de vie. Roberta pousse un cri faible, espérant que quelqu'un l'entende, mais rien. Aucun voisin, aucune lumière. Elle est seule. Le grattement s'arrête brusquement. Un silence inquiétant tombe sur l'appartement. Roberta retient son souffle, espérant que Jake ait enfin abandonné. Mais tout à coup, un coup sourd résonne contre la porte, puis un autre. Il essaye de défoncer la porte. Elle recule, les jambes flageolantes, les yeux fixés sur la poignée qui tremble sous la force des coups. « Police, dépêchez-vous, je vous en prie !» murmure-t-elle en tenant toujours son téléphone à la main. La panique prend totalement le dessus. Elle se met à pleurer, terrifiée. Les coups continuent, chaque impact résonnant dans tout son corps. Elle ferme les yeux, se préparant au pire, priant pour que les secours arrivent avant qu'ils ne réussissent à rentrer. Et puis, dans le lointain, une sirène se fait entendre. Les sirènes s'approchent. Roberta, encore recroquevillée contre la porte de la salle de bain, entend les pneus crisser sur l'asphalte juste devant son immeuble. Les coups sur la porte s'arrêtent brusquement, comme si Jake avait perçu le danger. Elle n'ose pas bouger, figée par la peur que Jake tente quelque chose avant que les secours n'arrivent. Les lumières rouges et bleues illuminent l'extérieur de l'appartement, perçant la nuit noire. Elle entend des voix, des bruits de pas précipités dans l'escalier. Et soudain, un coup puissant contre la porte d'entrée. « Police, ouvrez !» Le soulagement la submerge, mais la peur persiste, collée à sa peau. Quelques secondes passent avant que la porte principale ne vole en éclats. Roberta entend le chaos dans son salon, des ordres criés et des bruits de lutte. Elle reste barricadée dans la salle de bain, n'osant pas sortir tant que tout ne s'est pas calmé. Puis une voix forte frappe à la porte. « Madame, c'est la police. Vous pouvez sortir maintenant. C'est terminé. » Roberta ouvre lentement la porte, tremblante, le visage marqué par la terreur. Devant elle, 2 agents de police la regardent avec compassion. « Vous êtes en sécurité maintenant », lui dit l'un des policiers. Mais malgré ces paroles rassurantes, elle sent encore l'angoisse qui lui serre la poitrine. Jake a été maîtrisé, menotté, et un agent de police se tient sur lui. Elle le voit brièvement, son visage toujours calme, un sourire effrayant étiré sur ses lèvres, comme s'il n'avait pas perdu. Les jours qui suivent sont un flou de questions, d'enquêtes, de rendez-vous à la police. Roberta doit revivre chaque détail sordide de la soirée. Des regards étranges de Jake à ses propos inquiétants sur la viande crue, jusqu'à la découverte macabre de sa gerbille mutilée. Chaque fois qu'elle raconte l'histoire, c'est comme si elle replongeait dans cette nuit cauchemardesque. Une semaine plus tard, Roberta est appelée au commissariat pour un débriefing final. Un agent lui présente un dossier épais contenant des informations sur Jake, et ce qu'elle apprend la fait frissonner d'horreur. Il lui explique que Jake n'était pas simplement un type bizarre, c'était bien pire. Nous avons fouillé son appartement et disons que nous avons trouvé des éléments assez troublants, dit l'agent en feuilletant les pages. Il marque une pause, cherchant visiblement ses mots. Jake semblait obsédé par le cannibalisme, des recherches approfondies sur des tueurs en série, et surtout, il idolâtrait Jeffrey Dahmer. Roberta se fige en entendant ce nom, Dahmer, le tueur cannibale. Elle sent un frisson glacé courir le long de sa colonne vertébrale. Il voulait faire ça à moi aussi, pas vrai ? Demande-t-elle d'une voix faible. L'agent hoche la tête, visiblement mal à l'aise de confirmer ce qu'elle redoutait. On pense que vous étiez une cible potentielle. Ces recherches montrent qu'il s'intéressait à des pratiques très inquiétantes. Il semble qu'il essayait de recréer certains aspects des crimes de Dahmer. Heureusement, vous avez réagi à temps. Le silence tombe dans la pièce. Roberta se sent nauséeuse. Ses mains tremblent légèrement. Elle a échappé de justesse à quelque chose d'inimaginable, et cette pensée la hante. Elle n'arrive pas à croire que cet homme qu'elle a rencontré en ligne, qui semblait presque normal au départ, était en fait un prédateur. En rentrant chez elle ce soir-là, Roberta reste immobile devant son appartement, regardant la porte comme si elle contenait encore le mal qui s'était infiltré dans sa vie. Mais cette fois, la peur est différente. Elle est marquée à jamais, mais elle est aussi consciente d'avoir survécu. Pourtant, une question demeure. Combien de temps aurait-il fallu pour que Jake passe à l'acte, pour qu'elle devienne sa prochaine victime ? Les jours passent, mais Roberta ne peut échapper à ce qu'elle a vécu. Chaque fois qu'elle se regarde dans le miroir, elle voit une autre version d'elle-même.
Une version brisée, hantée par l'ombre de Jake, par ce qui aurait pu arriver. Son appartement, autrefois son refuge, est maintenant empreint de cette nuit terrible. Chaque recoin lui rappelle sa fuite, la peur, les griffements sur la porte de la salle de bain. Elle a tenté de reprendre une vie normale, mais la normalité semble lointaine, irréelle. Les sons la font sursauter, une porte qui claque la fait frémir. Même les messages qu'elle reçoit sur son téléphone lui donnent des sueurs froides. Et Tinder, cette application qu'il avait connectée à Jake, est supprimée depuis longtemps. Mais au fond d'elle, une certitude demeure. Elle a survécu, malgré l'horreur, malgré la peur viscérale qui l'a habitée cette nuit-là. Elle est là, debout. Jake a été arrêté et ses sombres fantasmes se sont éteints avec son arrestation. Cependant, Roberta sait que sa guérison sera longue. Peut-être qu'elle ne sera plus jamais la même. Mais elle est décidée à avancer, peu importe à quel point l'avenir semble sombre. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Alors malheureusement, certaines personnes qui s'inspirent de meurtriers, c'est pas si rare que ça. Ça arrive même plus qu'on ne le pense. Il y en a qui idolâtrent ces gens. Pour vous dire justement, quand le reportage Netflix sur Dahmer est sorti, il y a eu vraiment des meufs et des mecs qui étaient en mode « c'est un dieu ». Alors que bon, voilà, c'est une sombre enflure. Cette histoire elle était pas facile, donc je vous propose quand même de passer au prochain thread d'horreur. Alors oui, il n'y a pas eu d'intro en début de vidéo, c'était pour directement te mettre dans le bain. Je suis Delcor et je raconte principalement des threads d'horreur. Et justement, aujourd'hui, je vais vous en raconter 5. Il y en a un qui est déjà passé, donc il compte dedans. Allez, si tu kiffes les threads d'horreur, n'oublie pas un petit pouce bleu et un abonnement. Et on commence directement avec le prochain. En 2008, Aurélie vient d'emménager dans un nouvel état. Elle ne connaît personne. Elle n'a ni amis ni famille là-bas. Au fil de l'année, elle se fait quelques potes dans son complexe d'appartements, surtout des couples. Ils se retrouvent souvent pour organiser des petites fêtes. Rien de sérieux, juste quelques verres, des jeux de cartes et parfois des soirées cinéma. D'habitude, c'est le couple A, le couple B, Aurélie, et de temps en temps, c'est des gars qui traînent dans l'espoir de se poser. Un jour, ils décident de se retrouver pour une fête du Super Bowl. Donc oui, ça se passe aux États-Unis. Aurélie pense que c'était les Eagles contre les Patriots, mais elle est plus très sûre. La fête se passe chez un gars qu'elle connaît à peine, mais qui habite à quelques appartements du sien. Elle décide d'arriver un peu plus tôt pour l'aider à préparer. Elle l'a déjà vu plusieurs fois, et même s'il a toujours été un peu bizarre, elle n'a jamais ressenti de malaise avant ce jour-là. Aurélie, quand elle est arrivée chez lui, l'homme est étrangement silencieux, et il la fixe un peu trop intensément. À un moment, Aurélie va aux toilettes. Quand elle en sort, elle prend une petite gorgée de son verre. À peine le liquide touche sa langue, elle sent que quelque chose ne va pas. C'est un goût métallique vraiment étrange. Du coup, elle repose le verre sans y retoucher. À partir de là, le regard du mec devient encore plus flippant. Tout à coup, elle se sent mal, vraiment très mal. Elle court aux toilettes pensant qu'elle va vomir. Une fois à l'intérieur, elle verrouille la porte et s'assied. Elle se met à transpirer de partout, comme si tous ses pores s'ouvraient en même temps. La pièce tourne, elle commence à avoir des trous noirs et elle sait qu'elle doit partir et vite. Elle sort en courant, attrape son sac à main et file par la porte. C'est la dernière chose dont elle se souvient. Quand elle reprend connaissance, elle est à genoux, son corps à moitié hors de la voiture et son visage planté dans le siège. Elle ne se souvient pas d'avoir atteint la voiture ou même avoir ouvert la porte. Elle n'a aucune idée de combien de temps elle est restée inconsciente. La dernière chose qu'elle se rappelle, c'est d'avoir pris son sac et d'être partie. Après ça, c'est le trou noir total. La confusion et la peur en se réveillant sont indescriptibles. Elle regarde autour d'elle et réalise où elle est. Elle voit ce mec debout dans son appartement, fumant une clope et la fixant depuis sa porte-fenêtre. Heureusement, il ne tente pas de l'approcher ou de l'aider. Il la regarde juste. Aurélie bondit, monte dans sa voiture et verrouille la porte. Son cœur bat à toute vitesse. Puis elle s'évanouit encore. À chaque fois qu'elle reprend conscience, elle se sent terriblement vulnérable et ça continue plusieurs fois. Finalement, après s'être réveillée sans perdre connaissance à nouveau, elle réussit à démarrer la voiture et à s'enfuir. Il lui faut un temps fou pour rejoindre son appartement, même si elle n'est à quelques pâtés de maison. De retour chez elle, elle appelle le couple A pour leur raconter ce qui s'est passé. Mais ils ne la croient pas. Elle leur demande de récupérer sa bouteille de soda à la fête pour qu'elle puisse la porter à la police. Mais ils prétendent ne jamais l'avoir trouvée. Ils semblent ne pas en avoir grand chose à faire et Aurélie finit par les rayer de sa vie. Quand son bail se termine, elle déménage. Elle se dit que si ses amis ne la croient pas et qu'elle n'a aucune preuve, ça ne sert à rien d'aller voir la police. Elle sait que ce genre d'histoire finit souvent par être étouffée de toute façon. Parfois, elle repense à la façon dont son corps a réagi à une toute petite gorgée. Elle préfère ne pas imaginer ce qui se serait passé si elle en avait bu davantage. Elle est tellement reconnaissante de ne pas l'avoir fait. Bref, depuis le Super Bowl, c'est devenu synonyme de mauvais souvenirs.
Ouais, clairement, elle a failli passer un Super Bowl très très mauvais. Et pour vous dire, elle a bu qu'une gorgée, donc le mec il a mis quelque chose de extrêmement puissant. Elle a eu de bons réflexes d'essayer de se barrer directement. J'imagine pas la position dans laquelle elle était, portière ouverte, la tête dans le siège clairement, et dehors, en mode full blackout. Vraiment une nuit de merde, si je peux le dire. Et non, techniquement, elle aurait pu aller à la police, hein, bien évidemment. Elle peut toujours aller essayer de déposer plainte, même si elle n'a pas les preuves sur elle. Bah voilà, c'est le mal est fait. Donc clairement, tu peux aller le signaler, le mec. Voilà. Bref, on va passer au prochain thread d'horreur. Lou nous raconte qu'à l'époque, elle avait 12 ans, presque 13, et que les faits se sont déroulés pendant les vacances de la Toussaint dans un petit village en Aveyron. La maison où elle se trouvait donnait sur un jardin, un champ et une grande forêt traversée par plusieurs chemins. Ce soir-là, tout était normal. Il était environ 21h30 et Lou, qui avait passé la journée à jouer avec ses voisines, était installée sur la terrasse devant le jardin. Il faisait nuit noire mais les lumières étaient allumées. Elle leur faisait écouter une musique qu'elle aimait bien, quand une de ses voisines, Anna, lui fait signe de couper la musique en disant « Attendez, vous avez entendu ça ?» Lou n'avait rien entendu, trop plongée dans la musique. Elle tend de l'oreille quelques secondes, mais rien d'anormal, juste les bruits habituels de la campagne. Alors Lou lui dit « T'as sûrement halluciné, y a vraiment rien. » Et c'est là qu'elles entendent un cri venant de la forêt. Mais pas un cri comme ceux qu'on entend quand on s'amuse. Non, c'était un cri de détresse, strident et aigu. Elle commence à paniquer, se disant que les cris se rapprochent. Lou ne prend aucun risque, elle pousse la porte d'entrée, fait rentrer ses voisines et ferme à double tour. Elle explique tout à son père qui était devant la télé. Lui, il reste calme et dit à Anna et sa sœur de rentrer chez elle et d'aller dormir, que ça devait être un animal. Il les raccompagne et à son retour, il leur dit qu'il n'a rien entendu. Lou monte dans sa chambre, elle en parle à d'autres personnes qui lui disent que c'était sûrement des renards, ce qui la fait douter. Parce que cette forêt, elle est surtout peuplée de sangliers. Et personne n'a jamais vu de renard là-bas. Cette nuit-là, elle a énormément de mal à s'endormir. Le lendemain matin, elle retrouve un ami qu'elle va appeler Bob, qui passe aussi ses vacances dans le village. Elle lui raconte tout ce qui s'est passé la veille. La mère de Bob, qui était là aussi, la regarde avec un air inquiet et lui dit qu'elle a aussi entendu quelque chose la veille, vers 23h. Elle a entendu un homme crier à plusieurs reprises d'un ton énervé « Tu es où ?» Là, Lou commence vraiment à flipper. Plusieurs scénarios lui passent par la tête et ils sont tous plus terrifiants les uns que les autres. Lou décide avec son ami Bob, comme les gamins aventurés qu'ils sont, d'aller explorer la forêt, d'où venaient les cris de la veille. Lou dit à ses parents qu'elle va aller chez Bob et Bob fait pareil avec les siens, disant qu'il va chez elle. Un vrai plan bien ficelé pour ne pas se faire griller. Elle prend un sac avec une bouteille d'eau et quelques trucs à grignoter, au cas où ils auraient faim en chemin. Une fois dans la forêt, après avoir parcouru environ 500 mètres, ils remarquent un petit chemin qui se détache du grand. Ce chemin en pente semble aller dans la direction des cris. Histoire de se rassurer un peu, ils chopent tous les deux des bâtons longs et épais. C'est jamais, au cas où. Ils descendent le chemin super méfiants. Et là, dans un virage, ils aperçoivent une silhouette. En se rapprochant, ils voient une personne pendue à un arbre. Ni une ni deux, ils détalent comme des fous, remontent le chemin en courant le plus vite possible pour rejoindre la route principale. Bob panique et veut prévenir sa mère, mais Lou essaye de l'en empêcher parce que franchement, leurs parents ne savent même pas qu'ils sont là. Ça pourrait mal terminer pour eux. Mais Bob n'écoute pas et appelle quand même. Il dit à sa mère qu'ils sont dans la forêt et qu'ils sont presque sûrs d'avoir vu quelqu'un pendu. Sa mère leur dit juste de rentrer direct. Sans réfléchir, ils se mettent à courir encore plus vite. Lou n'a jamais couru aussi vite de sa vie. Quand ils arrivent enfin chez Lou, il s'assoit sur la terrasse, complètement essoufflé. Ils se regardent, rient nerveusement, puis commencent à discuter de ce qui vient de se passer. Ils sont clairement sous le choc. Ils essayent de trouver une explication qui tienne debout. À proximité, il y a une zone de chasse, donc ils se disent qu'il y a peut-être deux chasseurs qui se sont embrouillés et l'un d'eux a voulu maquiller ça en quelqu'un qui a mis fin à ses jours. Ou bien c'était vraiment quelqu'un qui a mis fin à ses jours. Ils ont maintenant une petite dizaine de théories mais aucune certitude. Ils n'ont jamais contacté la police de peur que ça soit une autre histoire complètement différente. Et puis le poste de police le plus proche est à 10 km dans une zone difficile d'accès, quasiment impossible en voiture. À ce jour, ils ne savent toujours pas si un corps a été retrouvé. Lou pense que si c'était le cas, l'information serait sortie dans le journal local. Mais ce journal là-bas, ils ne l'ont pas là où elle habite. Du coup, ils ne sauront probablement jamais ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là dans la forêt, même s'ils auront tenté de percer le mystère. En tout cas, si les cris qu'ils ont entendus et la personne pendue coïncident, bah putain que ça fait peur. Ah oui. Et on va passer au prochain thread d'horreur.
Amine vit au Togo et là-bas, il nous dit que toutes les maisons sont entourées de murs. Pour entrer chez quelqu'un, tu dois passer par un portail et une fois dedans, tu te retrouves dans une cour, petite ou grande, qui sert d'espace de détente. Les chambres, elles, sont construites séparément et donnent souvent directement sur cette cour. Sa chambre à lui est juste à côté de l'entrée, ce qui est important pour la suite. Les toilettes, elles, sont dehors aussi et toute la famille les partage. Sa mère, lui et ses 4 sœurs. Pour y aller, ils doivent traverser la cour. D'habitude, quand Amine a un peu chaud, il s'installe devant sa chambre. Comme leur cour n'est pas très grande, il laisse souvent le portail entrouvert pour que l'air circule. Faut savoir qu'ils vivent dans un coin qui était super tranquille avant, mais qui est devenu un peu chaud à cause des gars qui traînent dans le quartier pour faire leurs affaires. Alors l'histoire commence un soir vers 18 h comme d'habitude. Amine rentre de l'école et s'installe devant sa chambre avec le portail entrouvert pour profiter de l'air. Ce soir-là, il prend son PC pour avancer un boulot qu'il avait commencé. Devant leur maison, il y a souvent des gars qui se posent pour fumer. Mais comme Amine et sa famille sont dans le quartier depuis longtemps, ils n'ont jamais eu de problème avec eux. Donc, même si Amine a laissé le portail entrouvert et qu'ils l'ont vu avec son PC, ça ne semblait pas être un souci à ce moment-là. Il reste dehors avec son ordi jusqu'au retour de sa mère et de ses sœurs vers 22 h 30. C'est à ce moment-là que sa mère lui dit de rentrer, de fermer le portail et de prendre son ordi avec lui, parce qu'elle se méfiait de ces gars qui traînaient devant. Et ce soir-là, elle avait clairement raison. Amine est quelqu'un qui ne dort presque jamais avant minuit, et il dit même qu'il pourrait écrire ce genre de message à 2 h du matin. Mais cette nuit-là, il s'est couché vers 23 h, juste parce qu'il s'ennuyait, et il n'a même pas pris le temps de se doucher. Il s'est endormi direct. Soudain, d'un coup brusque, il se réveille et se lève direct. Alors que normalement, il met toujours un peu de temps avant de sortir du lit. Son premier réflexe en se réveillant, c'est de sortir pour aller prendre une douche parce qu'il avait chaud. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Il s'était mis tout nu, oui, complètement à poil car il était tard et personne n'allait le voir à cette heure-là, prêt à sortir de sa chambre. Mais en arrivant près de la porte, sans trop savoir pourquoi, il se retourne et va prendre son téléphone. C'est là qu'il se rend compte qu'il est 2 h du matin. Il reste scotché sur son téléphone sans avoir reçu ni message ni notification. Tout en fixant son écran, il sent que la porte de sa chambre bouge légèrement. Mais concentré sur rien, il laisse passer, pensant que c'était juste une illusion. Quelques secondes plus tard, il sent de nouveau la porte bouger. Là, il se dit qu'il y a un truc bizarre, parce que la porte ne peut pas s'ouvrir toute seule. Il commence alors à la fixer et se dit « Si elle bouge encore une fois, je vais me barricader contre et crier « Qui est-ce ?» Et malheureusement, la porte bouge encore. Là, Amine comprend que quelqu'un est en train d'essayer de forcer l'entrée. Comme prévu, il se précipite vers la porte, la pousse d'un coup sec et crie « Qui est-ce ?» Toujours nu, bien sûr. Et là, surprise totale. Il y avait bel et bien quelqu'un qui essayait de rentrer. Et comme il fait sombre dehors, la personne se prend un seau qui traînait devant, ce qui fait un gros bruit. Amine est terrifié à l'idée que ce gars ait essayé de rentrer, alors qu'il savait qu'il y avait de la lumière dans la chambre. En essayant de s'échapper, le type a tenté de grimper le mur de la maison, mais il s'est encore mangé quelque chose sur le chemin. Cette fois, c'était un récipient en aluminium, et encore une fois, ça a fait un gros bruit. Amine était complètement tétanisé, collé contre la porte pendant plus de 15 minutes. Il a essayé d'appeler sa grande sœur et sa mère sur leur téléphone, mais aucune ne se réveillait. Un peu après que l'intrus ait pris la fuite, Amine a retenté d'appeler sa sœur, et cette fois, elle s'est réveillée. Elle est sortie de sa chambre et Amine l'a suivie. Ils sont allés réveiller leur mère, et en cherchant des indices, ils ont trouvé des traces d'orteils sur le mur et des marques de doigts, prouvant que le gars avait escaladé le mur pour rentrer. Le lendemain, même s'ils n'ont rien dit à personne, les gars qui traînaient toujours devant chez eux sont partis sans explication et ne sont jamais revenus. La conclusion qu'ils ont tirée, c'est que l'un de ces fumeurs avait tenté de grimper pour voler l'ordinateur d'Amine. Mais ce qui l'a vraiment terrifié, c'est que le gars avait eu le cran de forcer la porte d'une chambre où la lumière était allumée, bien visible. Amine pense que le type aurait été prêt à tout, même à tuer, pour récupérer ce qu'il voulait. Il remercie Dieu de s'être réveillé brusquement cette nuit-là. Et clairement, ça l'a sauvé, on peut le dire. Enfin, on sait pas si ça l'a sauvé, mais en tout cas, je pense que le gars aurait pu partir avec le PC portable, à mon avis. Enfin, je pense que c'est un PC portable. Voilà, petit thread très cool, on passe au prochain. Je voudrais vous raconter une histoire assez courte mais assez flippante que Bastien a vécue en janvier 2021. Bon, c'est pas lui qui a agi, c'est sa mère, mais lui était juste derrière. Alors voilà le truc, Bastien avait chopé la grippe, donc il était chez lui. Comme il n'avait pas encore la confiance de ses parents pour rester seul plusieurs jours, sa mère a dû bosser en télétravail toute la semaine. Il était environ 13 h, il venait de finir de manger et tout d'un coup, quelqu'un toque à la porte. Sa mère va ouvrir car à l'époque, il n'avait pas de sonnette avec caméra, donc impossible de savoir qui était là avant d'ouvrir. Elle ouvre et là, 2 hommes lui disent bonjour en se présentant comme des nettoyeurs de toit. Ils demandent s'ils peuvent entrer pour en discuter. Sa mère refuse mais eux, ils insistent. À ce moment-là, Bastien ouvre la porte pour son chien qui était dans le jardin. Et dès que le chien a vu les 2 hommes, il s'est précipité vers la porte et a commencé à grogner. Un des 2 hommes a dit à l'autre en chuchotant
Tu savais qu'ils avaient un chien, toi? L'autre regarde le chien, attrape la poignée de la porte et la claque. Bastien regarde par la fenêtre du salon et voit les deux hommes monter dans une camionnette blanche sans aucun logo d'entreprise. Ce qui est plutôt suspect pour des prétendus nettoyeurs de toit. Ils n'ont pas trop compris ce qui se passait sur le moment, mais ils pensent que ces personnes étaient en fait des cambrioleurs qui voulaient repérer l'intérieur de leur maison pour un futur cambriolage. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé ces threads d'horreur. Si c'est le cas, vous connaissez, un petit pouce bleu et un abonnement, on vise les 50K. Du coup, si tu veux te faire plaisir et en regarder d'autres, je t'en laisse 2 ici. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.